Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Git et de GitHub. Une explication simple pour débutants, principalement théorique. Ici dans cette vidéo nous allons présenter le contexte, c'est-à-dire le contexte dans lequel une technologie telle que Git a pu émerger. Ensuite nous allons parler du problème qui survenait dans ce type de contexte-là. Après nous allons parler de système de gestion de version. Nous allons présenter ce que c'est que Git, ce que c'est que GitHub, et les commandes que je trouve indispensables à comprendre pour saisir le fonctionnement de Git. Déjà le contexte. Supposons qu'on te donne la responsabilité de développer une application de gestion d'entreprise. Et bien sûr, vu que c'est une application assez costaud avec pas mal de fonctionnalités, tu vas certainement faire appel à d'autres développeurs. Donc, tu vas collaborer avec d'autres développeurs. Ici, ceci implique donc que chaque développeur aura une partie du code localement sur sa machine. Ensuite, cela soulève un problème. Le premier problème est le suivant. Comment faire donc pour intégrer toutes les différentes parties du code écrit par chaque développeur? C'est-à-dire comment faire en sorte de récupérer toutes les différentes parties, les différentes fonctionnalités écrites par chaque développeur, pour le mettre ensemble afin d'avoir un logiciel fonctionnel. Ensuite, l'autre problème pourrait être de comment avoir une traçabilité autant pour moi, du code écrit par chaque développeur. C'est-à-dire que comment savoir que telle partie du code a été écrite par tel développeur. Et un autre problème qui pourrait émerger, c'est en tant que développeur, comment procéder à des expérimentations sans écraser localement ce qui est déjà fonctionnel. Maintenant, parlons du système de gestion de version. La dernière problématique que nous avons soulevée, comment procéder à des expérimentations sans écraser ce qui est déjà fonctionnel, le système de version, un système de gestion de version peut nous permettre déjà de résoudre cela. Prenons généralement, quand nous avons un travail à remettre, si nous sommes étudiants à l'école, il y a un travail à remettre, on commence à travailler, on commence à écrire, on prend un fichier, on écrit. Et quand nous savons que le travail est quelque chose de propre, pour ne pas écraser ce qui est déjà fait, ce qui est déjà propre, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons généralement faire une copie du fichier que nous estimons déjà propre, une copie, et le renommer par exemple en version 2. De telle sorte qu'à tout moment, nous pouvons revenir à la version 1 sans problème. C'est ça un système de gestion de version. Ici, là, ce que je viens d'expliquer, je l'ai fait manuellement. Mais il y a des systèmes qui permettent de le faire de façon automatique. Maintenant, dans les systèmes de gestion de version, nous avons un système de version local. C'est-à-dire que le problème que le développeur, ou la dernière problématique, ou ce qui est celui de faire des expérimentations sans écraser ce qui est fonctionnel, nous pouvons avoir un système de gestion de version locale. C'est-à-dire que quand je développe ma fonctionnalité, je la teste, je me rends compte qu'elle est fonctionnelle, qu'elle tourne comme il faut, et je veux continuer sur une autre fonctionnalité ou de commencer à écraser ce qui est déjà fonctionnel. Ce que je vais faire, je vais partir sur une nouvelle version. Donc, je vais fixer ce qui fonctionne, ce qui tourne déjà. Je vais fixer peut-être comme étant la version 1. Et je vais passer donc à une version 2. Je vais faire une sorte de copie de ce qui fonctionne et je continue à travailler sur cette copie-là. Et si ensuite elle fonctionne également, je vais la fixer en tant que version 2. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux revenir à n'importe quelle des versions. Mais ceci pose un problème. Le système de gestion de version locale pose un problème, c'est que comment collaborer? Dans notre exemple ici, il y a plusieurs développeurs et chaque développeur a une partie du travail en local. Mais ça devient difficile parce que le système de gestion de version se fait de façon locale. Donc, on a donc évolué vers un système de gestion de version centralisé. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, nous avons un serveur central qui, lui, a toutes les versions de chaque collaborateur. C'est-à-dire qu'à tout moment, un collaborateur peut avoir accès à une version bien précise de notre projet. Mais un autre problème survient, c'est que si le système centralisé ou alors le serveur centralisé tombe, comment nous faisons? Ça veut donc dire que les collaborateurs n'ont plus accès à
peu importe la version, les collaborateurs n'ont plus accès au projet, à une version de projet. Ceci a donc mené à évoluer vers un système de gestion de version décentralisé ou encore distribué. À ce moment-là, dans ce style de système de gestion de version, chaque collaborateur a, quand il récupère le projet, a en fait une copie, une image complète du projet. C'est-à-dire qu'à tout moment, si le système ou si le serveur tombe, on peut reconstituer le projet en partant du projet interne de n'importe quel collaborateur. Parce qu'en fait, chaque collaborateur a à son sein une copie du projet. Maintenant, qu'est-ce que Git? Git est un système de gestion de version décentralisé ou encore distribué. Git est gratuit et open source, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès au code source de Git. Git utilise le système de branches. Le système de branches veut tout simplement dire que, revenons à notre exemple du développement d'une application de gestion d'une entreprise. Nous allons au début, il faut bien définir notre projet, setter ou alors configurer le projet. Et une fois que cela est fait, on va dire que le projet de base, la configuration de base se trouve sur la branche master. Généralement, on dit la branche master. Sur cette branche-là, ça veut donc dire que quand il y a un nouveau collaborateur qui doit travailler sur une nouvelle fonctionnalité, il va récupérer en fait le projet qui est sur la branche master. Il va créer une branche sur laquelle il va travailler. C'est-à-dire qu'il ne touche pas aucune fonctionnalité qui se trouve sur la branche master. Si tu te rappelles très bien, ça c'est un système de gestion de version quelque part. C'est-à-dire qu'il va travailler sur une version du logiciel sans toucher à la version principale, qui est la branche master, qui se trouve sur la branche master. Donc, supposons que nous avons deux développeurs, un développeur A qui doit par exemple se charger de développer, de travailler, d'implémenter la sécurité sur notre projet. Et on a un développeur B qui lui doit par exemple travailler sur, disons, la gestion des employés. C'est-à-dire que le développeur A et le développeur B vont récupérer les versions, vont récupérer la branche master, le projet parti de la branche master, vont créer des branches. Le développeur A qui va créer une branche, par exemple, qui s'appelle sécurité, et le développeur B créera certainement une branche qui s'appelle gestion employée. Et c'est-à-dire, de cette branche-là, ils auront une copie du projet ou alors du logiciel qui se trouve sur la branche master. Et chacun a implémenté la fonctionnalité. Et une fois qu'un des développeurs a terminé sa fonctionnalité, qu'il a testé et se rend compte que tout fonctionne comme il faut, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer ce projet-là et aller en fait le merger, alors le fusionner sur la branche master. À ce moment-là, on aura une autre version. C'est-à-dire qu'à un instant T, on a notre programme, notre logiciel qui n'a pas de fonctionnalité de sécurité. Et à un instant T2, T1, quand le développeur A aura fusionné, l'implémentation aura fusionné le code qui traite de la sécurité, à un instant T1, une fois qu'il a fusionné, on aura la fonctionnalité de sécurité. De telle sorte qu'à tout moment, si nous revenons à l'instant T1, si nous rencontrons qu'il y a un problème, nous pouvons revenir à l'instant T0 de notre version, donc à cette version-là, de quelque chose de fonctionnel. Donc ici, nos deux développeurs vont partir en fait, à la base, vont récupérer le projet sur un serveur distant. Et ici, nous pouvons voir que chaque développeur a dans sa machine ce qu'on appelle un client Git. C'est le client Git qui va être configuré pour communiquer avec un serveur Git distant, pour récupérer le projet. Et ensuite, le développeur pourra soit récupérer le projet, soit également pousser ou alors envoyer les modifications qu'il a pu faire en local sur sa machine. Ensuite, qu'est-ce que GitHub? GitHub permet l'hébergement des répertoires Git. GitHub, c'est tout simplement, pour se représenter ça, tout simplement, c'est un serveur Git.
GitHub facilite la collaboration entre développeurs sur différents projets. GitHub est utilisé pour d'autres actions telles que les revues de code ou encore pour faire des reviews de code. C'est-à-dire, comme je l'expliquais précédemment, nous avons chaque développeur qui a en local un client Git. Et le client Git va être configuré pour communiquer avec le serveur GitHub, qui est fait sur lequel se trouve le serveur Git. Donc, notre projet se trouve sur un serveur Git à distance. Et nous allons configurer notre Git local sur notre machine pour communiquer avec ce serveur GitHub, avec le serveur Git, pour pouvoir récupérer notre projet, faire nos modifications et pousser nos modifications vers le serveur Git, qui est encore GitHub. Maintenant, parlons des commandes, je vais dire élémentaires, que je trouve essentielles à comprendre, pour saisir le fonctionnement de Git. Nous avons ici clone pull. Clone veut dire que, comme pour revenir encore à l'exemple, nous avons notre développeur qui a sur sa machine un client Git qui est configuré pour communiquer avec un serveur Git distant qui est ici GitHub par exemple. C'est-à-dire que quand tu commences ton projet, tu n'as pas le projet, tu veux commencer à travailler sur le projet d'une application de gestion d'entreprise, tu vas faire un clone du projet, c'est-à-dire que tu récupères le projet distant, tu le ramènes sur ta machine. Et un pull, c'est juste pour récupérer les modifications, c'est-à-dire que si tu as déjà le projet, supposons un développeur a fait quelque chose, il a déjà poussé, il a déjà envoyé ses modifications sur les serveurs distants. Tu vas faire un pull pour récupérer en fait les modifications de ce développeur-là. Ensuite, quand tu récupères le projet ou alors ce projet-là, tu vas faire un checkout. Git checkout, c'est tout simplement créer des branches en local. C'est-à-dire que tu pourras créer une branche. Supposons, comme je l'ai dit précédemment, je récupère le projet. C'est sur la branche master, je crée une branche sur laquelle, une branche qui aura le nom de la fonctionnalité que je dois développer. Je développe cette fonctionnalité-là sur une branche bien précise. Et ensuite, une fois que j'ai fini de développer ma fonctionnalité sur ma branche, en fait, je fais des commits. Un commit crée une image instantanée du répertoire. C'est-à-dire quand je fais un commit, quand je travaille, j'écris quelque chose, j'implémente ma fonctionnalité, je fais un commit, c'est-à-dire ça fixe l'image, une image instantanée. C'est-à-dire à tout moment, je peux revenir à cette image-là. À tout moment, quand je fais un commit. Ça, c'est git commit. Ensuite, quand je suis satisfait peut-être de ce que j'ai fait, ou c'est la fin de la journée, je vais renvoyer toutes mes modifications vers le serveur distant, vers le serveur GitHub, par exemple. Je vais faire un push, un git push, qui va récupérer toutes mes modifications locales, toutes les modifications que j'ai pu apporter localement sur mon projet, qui va le pousser vers le serveur distant. Et ensuite, il peut avoir un autre développeur quelque part qui a besoin de ces modifications que je viens de pousser sur mon serveur distant, qui va faire soit un git clone ou un git pull pour récupérer en fait tout le projet ou alors mettre à jour le projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, c'est Lapiemo et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et surtout, dis-moi ce que tu en as pensé de cette vidéo. Bye bye.